Amis du café, amis de la police, amis des invités en retard. Aymeric Caron est en chemin, je l'espère en tout cas. Il arrive. Tout est bien calé avec lui, avec son assistante parlementaire. On a évidemment beaucoup de choses à se dire avec Aymeric. Aymeric Caron qui est invité ici au titre évidemment de défenseur de la Palestine, de son travail sur la Palestine, mais aussi de son travail de documentariste parce que il a sorti un documentaire, un film de montage, il y a maintenant plusieurs mois, qui est disponible chez les copains des Mutins de Pangée. Un film qui s'intitule Gaza depuis le 7 octobre et qui est un film d'archives de tout ce qu'il a pu récolter lui et son équipe sur les réseaux sociaux. ايش صار يا حبيبي؟ بابا جيت مهدي قاعد تحت الظلم اخويا وامي لسه تحت الظلم وانا لسه بدي ما اعرفش مين اخويا اخواتي الثلاثه وخالي مش صوبين الا انا طلعت منيح مش عندنا عدا ايه طب ايش يعمل؟ كيف انقصفته؟ عارف فجاه نزل صاروخ אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. À Gaza, 48 348 personnes ont été tuées, dont 14 770 enfants. 111 761 personnes ont été blessées, dont plus de 24 940 enfants. 11 200 autres personnes étaient portées disparues, c'est les chiffres d'hier, et seraient probablement sous les décombres. Plus de 95% des écoles ont été endommagées. Et côté israélien, les attaques du 7 octobre 2023 en Israël ont blessé 7500 personnes et au moins 1200 personnes, dont 37 enfants, ont été tuées. Au 25 février, on estimait que 63 personnes étaient encore retenues en otage. Voilà les chiffres froids de cette guerre. Donc voilà, Aymeric Caron est arrivé avec son collaborateur, Mathis. Ah, c'est Mathis. Oh, je disais mal les noms. Tu peux fermer la porte si tu veux. Oui. Et si tu veux, tu voulais un café, toi, peut-être, non? Non, ça va, merci. Non, ça va? Bon. Donc, Nayan va te mettre un micro. Ok. Et puis après, tu vas te mettre là, mon cher Aymeric Caron. Avec grand plaisir. Comme à l'époque, j'ai vu sur ta fiche Wikipédia que tu faisais 1m88. Et j'ai compris pourquoi tu m'avais toujours paru grand. Voilà. Alors, ici, tu as le chat. Cool. Ici, tu as la caméra qui te Il y a le filme. retour. Où est le retour? Non, il n'y a pas de retour. Ah, donc on ne sait pas, on découvre après si on a été bien cadré. Voilà. Mais Bon, Mathis, tu me diras si le cadre est correct. Mathis nous expliquait dans le chat que si vous étiez en bagnole, c'était pour des raisons de sécurité. Oui, je prends quasiment plus le métro. Ça peut m'arriver, mais on évite vraiment parce que on est quand même passé par des phases de menaces très intenses. Alors, la situation aujourd'hui, j'ai donné les chiffres de l'UNICEF. On a d'un côté un cessez-le-feu qui est moribond. On a une aide humanitaire qui est bloquée depuis dimanche.
Et on a aujourd'hui les pays arabes qui se réunissent pour essayer de porter une alternative au plan de Trump. Cette actualité-là te fait dire quoi? Tu penses quoi de tout ça? Alors, c'est compliqué de te répondre pour la raison que je suis ces choses-là toujours de très près, quotidiennement, mais que je les suis maintenant avec une certaine distance, tant les mois écoulés m'ont un peu fait perdre espoir en la rationalité. En fait, ce qui est dingue, quand tu vieillis, c'est de constater que des tas de fondamentaux sur lesquels tu avais bâti ton existence, en fait, s'écroulent. Donc ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Enfin, quand j'avais 15 ans, 20 ans, 25 ans, ou même quand on travaillait ensemble, il y a donc 15 ans, 20 ans, on se disait, c'est pas possible. L'Occident ne laissera jamais un génocide se dérouler sous ses yeux, etc. Bah si, il est capable de faire ça. Donc là, je le suis. Je suis les derniers soubresauts, en tout cas les derniers déroulements. Mais sans en tirer de conclusion particulière, j'observe et j'attends de voir ce qui va se passer. Quand on entend des dingueries, effectivement, comme celle de Trump, qui dit oui, on peut vider la bande de Gaza, il n'y a pas de problème, enfin, faire un nettoyage ethnique, que tout ça soit proposé par le président des États-Unis, puis validé par certaines personnalités ici en France, tout ça est tellement fou. Et discuter comme si de rien n'était. Bien sûr, mais même sur les chaînes d'infos, j'ai entendu que tu avais commencé à parler un peu des médias. Enfin, la manière dont nous, on rapporte les choses, enfin pas toi et moi, mais les médias, enfin, c'est sidérant là aussi. Comment les médias mainstream nous racontent ça comme si tout était absolument normal. Donc le Parisien, hier, qui faisait un titre sur le fait que Netanyahou avait déclaré que, enfin pas Netanyahou, mais un de ses porte-parole, avait déclaré qu'il n'y avait aucun problème d'alimentation, qu'au contraire, ils étaient gavés de nourriture dans la bande de Gaza, donc il ne fallait surtout pas les plaindre si on coupait l'aide alimentaire. Mais c'était rapporté comme une situation tout à fait classique, une déclaration qui n'avait aucune incidence. De la même manière, Trump envisage de vider la bande de Gaza, ok, pas de souci, on ne dit pas Trump envisage de commettre un crime de guerre, enfin bon, bref. Donc, de manière générale, ce qu'on a vu, c'est que le peuple palestinien n'intéresse pas grand monde parmi les gouvernements, à part ceux dits du Sud global. Pas que, on a des gouvernements, que ce soit en Espagne par exemple, ou d'autres en Europe, qui ont su avoir des voix fortes, mais assez peu. Donc je suis assez pessimiste, moi, sur la suite des événements, parce que même les pays arabes eux-mêmes sont dans un soutien qui est assez minimal, assez minimum. Et là, je parle des gouvernements, je ne parle pas des populations, parce que les populations arabes soutiennent évidemment les Palestiniens, mais au niveau des gouvernements, on voit que c'est beaucoup plus ambigu. Et c'était avant, bien évidemment, avant le 2023, octobre 2023, mais on voit bien qu'il y a d'autres intérêts qui sont mis en jeu et qui passent avant la sécurité des Palestiniens, ou le droit à vivre, tout simplement, des Palestiniens, parce qu'on n'est plus dans la question de la sécurité, on est dans la question du droit à vivre, du droit à exister. Donc, tu me demandais mon avis, bah écoute, j'en ai pas vraiment, à part que tout ça est lamentable et assez désespérant. Günther Anders disait « Je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse ?» C'est un peu mon état d'esprit en ce moment. Ce droit international qui est remis en cause par tout le monde, etc., est-ce que s'y accrocher, c'est pas aussi être dans un... Alors, t'as raison, mais c'est le paradoxe. On est obligé de s'y accrocher parce que, une fois de plus, la justice internationale, elle est née après la Seconde Guerre mondiale pour des très bonnes raisons, pour essayer précisément de ne pas retomber dans des épisodes de barbarie comme la Seconde Guerre mondiale. Ça a plutôt fonctionné à peu près correctement, même si l'ONU a quand même été toujours une machine très poussive. Et puis surtout, lorsqu'on refait l'histoire des différents conflits, des différentes crises internationales depuis 1945, c'est vrai qu'en réalité, le droit est quand même dominé par les États-Unis à chaque fois. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des décisions qui sont appliquées, pas appliquées. L'ONU, on en tient compte, on n'en tient pas compte en fonction de ce qui arrange, grosso modo, les États-Unis qui dominent cet équilibre. Sauf que, et puis des décisions de l'ONU,
c'est pas nouveau qu'elle soit pas appliquée. Israël, ça fait des décennies qu'ils n'appliquent pas les décisions de l'ONU. Il y en a des dizaines et des dizaines sur le retour aux réfugiés, sur l'arrêt de la colonisation, etc. etc. Donc, la France aussi n'applique pas, par exemple, des résolutions à Mayotte oui, tout à fait. de l'ONU contre elle. Oui. Ça fait des années, ça n'est pas appliqué. C'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on peut déjà s'interroger depuis longtemps sur l'efficacité de l'ONU, mais c'est pas nouveau. Il y a déjà des gens qui disent depuis des années qu'il faudrait le supprimer et tout. Mais bon, je trouve quand même que c'est un outil qui a le mérite d'exister. Et il faudrait au contraire l'améliorer, le renforcer, lui donner plus de pouvoir, changer les équilibres politiques au niveau du Conseil de sécurité et ainsi de suite. Enfin, il y a beaucoup de choses à revoir. Attention, dis donc, qu'est-ce que tu fais avec le micro là? Oh là là, est-ce que c'est toujours bon là ou pas? Attends, je crois que oui, là a priori ça devrait être bon. Bon, pardon. Fais attention. J'ai oublié, mais en fait, comme dans un bureau. Ah, mais non, mais t'es pas à France 2, là. T'es pas... Bah justement, à France 2, j'aurais fait gaffe, tu vois. Mais là, je me dis, bon, j'avais presque oublié qu'on était en live. Le problème qu'on a, c'est que. D'ailleurs, il y avait une très bonne tribune de Jean-Pierre Filuy dans Le Monde il y a quelques jours qui expliquait précisément que ce qui s'est passé à Gaza est absolument crucial. C'est là que tout se décide pour finalement. C'est aussi pour ça que j'attache autant d'importance au-delà de l'insupportabilité des images qu'on peut y voir et qui nous obligent à réagir. C'est un peu l'avenir même du droit international qui se joue à Gaza. C'est-à-dire que, vu la quantité hallucinante, la gravité des crimes qui ont été commis, et compte tenu de la complicité de l'Occident, c'est une folie, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que l'Occident a laissé se dérouler un génocide, a laissé être assassiné. Alors les chiffres sont toujours un petit peu, aujourd'hui encore incertains, mais on sait qu'il y a au moins 20 000 enfants qui sont morts, au moins 20 000. Et donc à partir de là, tout tombe, tout s'écroule. Et aujourd'hui, on le voit bien, lorsqu'on discute du dossier ukrainien, qu'est-ce que l'Occident, enfin qu'est-ce que les Européens vont aller, comment les Européens vont aller faire les leçons à Trump? Parce que Trump, vous avez fait quoi vous êtes en train de parler de droit, mais il n'y a pas de droit, ça n'existe plus le droit. Et il peut s'appuyer sur ce qu'il a constaté de réactions des gouvernements allemands, des gouvernements britanniques, français, et ainsi de suite. J'aimerais qu'on revienne sur ton travail, le travail de ton équipe autour d'un film qui est passé à la fois inaperçu et qui a été vu, puisque, je le disais, il y a à peu près 500 000 personnes qui ont vu ce film sans publicité. Donc il s'agit d'un film qui est disponible gratuitement sur leur plateforme, qui est très dur, qui est insoutenable. Gaza depuis le 7 octobre, on est bien d'accord, ce qui est insoutenable, c'est la réalité. Mais d'abord, j'aimerais que tu nous dises pourquoi tu as fait ce film, comment tu l'as fait. Prends le temps d'en parler, puisque tu n'as pas eu l'occasion de le faire ailleurs. Le film, j'ai eu envie de le monter pour une raison extrêmement simple, à la début de l'année 2024 peut-être, fin de l'année 2023, parce que j'étais confronté à cette réalité qui me paraissait sidérante, à savoir que moi je suivais de très très près tout ce qui se passait à Gaza par les réseaux sociaux. Instagram notamment, Twitter, Instagram. Et évidemment, ce que je voyais était bouleversant, absolument atroce, scandaleux, ignoble. Tous les jours, des enfants brûlés, des enfants mis en pièces, des enfants décapités, des enfants amputés, des enfants rendus orphelins. Les images étaient absolument terribles. C'est terrible, ce sont des images qui font que quand vous prenez le temps de les regarder, vous ne pouvez plus ensuite passer une journée normale. C'est pas possible. Et ensuite, je regardais les chaînes info, je regardais les médias classiques, France Télé, j'écoutais la radio, l'audiovisuel public qui est censé pourtant incarner une certaine forme de hauteur, de neutralité, de qualité. Et alors, ces images, je les voyais nulle part. Alors, à la radio, je ne pouvais pas les voir, évidemment, mais c'était même pas mentionné à la radio. À un moment, j'ai même vu un truc sidérant sur France 2, c'était un peu plus tard, ça. C'était peut-être au printemps 2024, où, dans la même nuit, il y avait eu... Alors, c'est de l'à peu près que je vais faire, parce que je ne suis pas venu avec des fiches en particulier. Dans la même nuit, il y avait eu une roquette, je crois, qui était tombée côté... israélien dans un camp militaire, il y avait eu 3-4 morts côté
israélien dans un camp militaire, je tiens à le préciser, c'est important pour comprendre l'anecdote. Et donc, il y a 3-4 soldats qui étaient morts. Et puis, il y avait les frappes habituelles qui continuaient du côté gazaoui. Et là, on avait, je crois, 20 morts, des familles, des tentes, etc. Et France 2 avait été capable de nous sortir un reportage sur le camp militaire avec la photo des 4 soldats victimes. Voilà, en nous montrant la tristesse de tout le monde, etc., dans le camp militaire israélien. Et puis, dans l'une des 2 éditions, il n'était absolument pas fait mention de ce qui s'était passé du côté des Palestiniens, puis dans l'autre, c'était une ligne. Par ailleurs, une frappe a touché un camp. Alors que de l'autre côté, on avait 5 fois plus de morts, et c'était des civils. Donc, ce déséquilibre-là, il m'a tellement choqué. Et je me dis, mais pourquoi? Alors évidemment, on rappelle la situation, Netanyahou qui empêche les journalistes étrangers d'entrer dans la bande de Gaza. Donc déjà, la couverture classique d'un conflit, même si ce n'est pas vraiment un conflit, ça peut en reparler aussi, ce n'est pas un conflit, c'est vraiment un massacre. Donc la couverture d'un conflit classique n'est pas possible. Ce que moi j'ai fait pendant des années. On ne peut pas, en principe, situation de guerre, bombardement, tout ce que tu veux, les journalistes rentrent, ils sont là, ils sont identifiés, ils ont un gilet avec marqué dessus TV ou presse ou tout ce que tu veux. Et là, non. Et pourquoi? C'est fait exprès, c'est pour qu'il n'y ait pas de preuves, c'est pour qu'il n'y ait pas de témoins, c'est pour que le monde ne puisse pas s'offusquer précisément. C'est pas un hasard si les journalistes ont été visés en priorité. Donc, selon les bilans, entre 150 et 200 journalistes palestiniens, parce qu'il y a aussi des gens, des médias français qui ont été capables, je pense à Géraldine Wessner du Point, qui était capable d'écrire qu'il n'y avait pas de journalistes palestiniens à Gaza, que c'est un concept inconnu. Alors ça, c'est très intéressant comme remarque, parce que je t'entendais dire aussi, quand j'étais dans le taxi en train de t'écouter avec passion, bon, Aymeric, il critique les médias, il ne donne pas beaucoup de noms. Donc, je t'en donne un, mais je peux t'en donner plein. Donc ça, c'est très bien, cette remarque de Madame Wessner, qui exprime tout le racisme qui sous-tend énormément des réactions dans les médias classiques. Parce qu'il y a du racisme, c'est ça la réalité. C'est que beaucoup de gens, en France, et dans les médias notamment, traitent le conflit palestinien, en tout cas les massacres de Gaza, les massacres désormais en Cisjordanie, en ayant un inconscient qui leur dicte que ce sont des Arabes, des musulmans, et que ça compte moins. La télé ne relate pas, ne montre pas ce qui se passe. Mais honnêtement, pendant 6 mois, tu ne vas pas voir une image, tu ne vas pas voir un cadavre palestinien. Et donc, je suis scandalisé, donc je dis, on va le faire nous, puisque les images sont là. En revanche, ce n'est pas vraiment le rôle d'un parlementaire de monter un film. Mais je suis toujours journaliste. Et donc, je me suis doté d'une petite équipe qui dépassait mon équipe classique parlementaire. On a embauché un monteur, on a embauché une documentaliste, parce qu'on avait vraiment le souci que nos sources soient sûres, que ce ne soient pas des images de propagande, que ce ne soit pas parce qu'en plus il a été raconté à un moment par les porte-paroles, en tout cas les soutiens de Netanyahou en France, etc., que tu sais, les images là-bas étaient fabriquées, on appelait ça Pallywood. Les gens disent mais non, c'est pas vrai, c'est pas un vrai bébé. Même c'était Estrosi qui avait raconté ça aussi dans une interview. Non, mais là le bébé que vous avez vu, c'est un bébé en plastique. Tu te rends compte quand même la honte. Et tout ça, ces gens-là, ils parlent en toute impunité. Hein. Si tu te mets à défendre les Palestiniens, tu risques de te retrouver devant des policiers pour t'expliquer, pour apologie du terrorisme, parce que tu as simplement dit, ça pourrait s'arrêter à génocide. Par contre, de l'autre côté, tu peux dire n'importe quelle dinguerie, c'est open bar. Bref, donc il y avait aussi la question de savoir si ces images, elles étaient authentiques, si vraiment c'était pas une mise en scène. Si, bon, ouais. Donc on a fait vérifier tout ça, on avait fait vérifier les sources, on voulait pas non plus pouvoir être accusé que tel ou tel journaliste, en tout cas fournisseur d'images, soit ami du Hamas ou qu'il ait été associé à une action du Hamas, et ainsi de suite. Voilà. Donc on a fait ce travail, ça a été long parce que c'est pas, une fois de plus, on n'est pas équipé en tant que parlementaire. Et on a sorti le film, effectivement, je crois au printemps 2024. Tu l'as expliqué tout à l'heure, justement, personne ne peut filmer ce qui se passe dans la bande de Gaza. C'est d'ailleurs, si on fait un peu l'histoire, les guerres irakiennes, c'est l'avènement des chaînes d'infos, c'est CNN qui est embêté par l'armée américaine, parce que l'armée américaine ne veut surtout pas refaire le Vietnam, hein, donc elle veut contrôler ces images, et là on arrive à un nouveau système qui est carrément, on n'a pas d'image, on tue les journalistes. Enfin, voilà, il y a une progression depuis 50 ans. Oui, parce que tu as raison de rappeler la première, moi j'appelle la deuxième guerre du Golfe, qui est très très médiatisée, la chaîne première guerre en direct à la télévision, voilà, avec des images contrôlées.
Parce qu'effectivement, la question de la communication est très importante dans une guerre, puisque chacun, parce qu'il y a la guerre sur le terrain, mais ça passe aussi par une guerre de communication. On l'a vu notamment avec la guerre du Kosovo, où l'OTAN, la France notamment, enfin, ont désinformé les gens. Et que ça, pour les entraîner dans l'adhésion à l'agression de la Serbie. Et avec beaucoup de fake news à l'époque. Bon, bref. Vous avez voulu absolument vérifier et sourcer vos images. Comment vous y êtes pris exactement? Je vous présente Mathis. Voilà, bonjour Mathis. Bonjour. Donc tu es collaborateur, c'est quoi ton titre Il exact? n'y a pas de terme exact, c'est collaborateur, attaché ou assistant parlementaire. D'accord. Sur les images, déjà, dès qu'on avait un doute sur la provenance ou quoi, déjà on ne prenait pas. Donc ça éliminait pas mal d'images. On avait quand même un gros stock, ce qui me permettait de pas prendre ce genre de risque. Et c'est vrai qu'en général, on remontait sur les comptes, soit Twitter, Instagram, on essayait de voir s'il n'y avait pas des articles de presse qui avaient parlé de certains journalistes, pour essayer aussi d'être sûr que ce soit des gens qui soient vraiment sur place, que ce ne soient pas des comptes qui aient été créés comme ça, un peu de toutes pièces, pour, voilà, comme Henri disait, de propagande ou de fausses images, etc. Et donc voilà, en faisant un peu d'osins, en fait, au final, sur remonter à chaque fois à l'origine des comptes, essayer de trouver des choses qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille sur tiens, c'est bizarre cette image. Enfin, il y a des images sur son compte où il a pu être identifié sur des images qui ne semblent pas être à Gaza. Il y a des montagnes, on se dit mais c'est pas Gaza ici, c'est autre chose. Enfin, donc voilà, on a essayé un peu de tracer, voilà, et dès qu'on avait un doute, de toute façon. Ouais, il y avait aussi le fait, tu l'as dit peut-être, de vérifier si le nom de la personne qui a filmé avait déjà été évoqué dans d'autres médias. Ouais, complètement. On a essayé de remonter. Des fois, il y avait des articles, que ce soit en France sur l'Humanité ou d'autres journaux qui ont pu faire des articles en 2020 ou un peu avant. Donc, on voit que le nom, souvent, on validait comme ça. Souvent, la personne qu'on prenait ne sortait pas de nulle part. Souvent, on trouvait son nom dans un article il y a 2 ans, 3 ans. Des choses qui m'ont énormément perturbé. C'est qu'on a des enfants qui meurent à l'image. On n'a pas juste des enfants en train de mourir, on n'a pas juste des enfants en train de blesser, on n'a pas juste des enfants qui vont être pris en charge dans des conditions terribles dont on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. On a des enfants qui livrent leur dernier souffle, sont filmés comme ça. Et on dit on fait quoi avec ça? Parce que c'est des images qui sont absolument bouleversantes. Et on se dit, mais on ne peut pas voler cette intimité, on ne peut pas la voler. Tu sais bien, c'est contraire à toutes les règles de ce qu'on apprend, c'est pas possible. Et je crois d'ailleurs qu'on en a enlevé celle-là, je ne suis pas sûr qu'on les... Enfin, bref, à chaque fois, on s'est posé la question, on a eu un nombre de questionnements énormes, puis on en a mis beaucoup quand même des images où on a des gens qui sont en situation évidemment dramatique, etc. Et on l'a mis quand même parce qu'on se dit, mais il y a tellement de téléphones qui tournent, c'est fait exprès. Et s'ils tournent, si les familles tournent, si les amis tournent, les survivants tournent ce qu'ils peuvent, c'est parce qu'ils avaient tous ce besoin absolu que ce soit vu. Donc, la question du respect de l'intimité d'une personne, etc., de la dignité, ce qu'on appelle le respect de la dignité d'une personne, etc., tout est remis à plat. Et là, on se dit non, mais le monde doit savoir. Le monde doit savoir, donc c'est à un moment, ta propre mort même ne t'appartient plus dans ces circonstances-là. Ça devient la preuve d'un moment historique qu'on est obligé de livrer parce qu'il faut le dénoncer. Mais en tout cas, voilà, c'est tous ces questionnements qu'on a dû avoir. Avec ces difficultés qui est celle de la redondance des choses qu'on a à montrer. Ce qui n'est pas redondant forcément, c'est les déclarations des uns, des unes et des autres, des officiels israéliens, mais pas que, parce qu'on va avoir aussi des observateurs, on va avoir des éditorialistes, des journalistes qui s'interrogent, des humanitaires, des Francesca Albanese, donc des gens du droit international qui s'interrogent précisément sur ce qui est en train de se passer. Donc on a notamment les images, et puis on a des gens qui essaient d'expliquer ce qui est en train de se passer. Donc on a des interventions du ministre de la Défense, de Netanyahou, de députés de la Knesset, qui, par leurs déclarations, expliquent pourquoi le mot de génocide est tout à fait approprié, surtout quand on met ces déclarations en parallèle des images qu'on voit. On comprend que tout ça, c'est pas fortuit, on comprend que non, c'est pas des accidents, on comprend que c'est pas des dommages collatéraux, qu'il y a une intention génocidaire derrière, et ainsi de suite. On a des analyses qui nous le commentent, on a également la voix des Israéliens pour la paix qui s'offusquent, de jeunes
personnes qui devaient être enrôlées dans l'armée, qui refusent et qui se retrouvent emprisonnées parce qu'ils refusent d'aller servir dans l'armée. On voulait aussi montrer la diversité des points de vue. Et pas montrer aussi qu'il y a des voix en Israël, même si elles sont très peu nombreuses, qui condamnent absolument depuis le début ce que fait Netanyahou. J'avoue, contre mes préjugés, je me disais, cet Aymeric, il est plus dans sa permanence sur Twitter, dans ses combats, qu'à l'Assemblée. Pas du tout. Dis donc, ton assiduité, elle est très haute. J'essaie de faire les deux. Les gens ont le sentiment, oui, alors en plus... Donc je sais pas, Nayan, si tu as voilà. Il y a plusieurs sites qui permettent de connaître l'assiduité et le travail des parlementaires qui sont basés sur des données publiques. Il y a Datan qui est le truc de nosdéputés.fr également, et Datan qui est vraiment lié à l'Assemblée, je crois. Voilà. Et donc on peut voir ce que chaque député vote, sa présence en commission, sa présence dans l'hémicycle, etc. Et pas uniquement le mardi après-midi quand il y a les caméras. On est bien d'accord ? En fait, j'y vais, c'est très étonnant. Moi, par exemple, mardi après-midi, on précise, pour ceux qui nous regardent, pour nos invités, je t'ai trouvé un nouveau nom. C'est génial. Ils sont invités. C'est les questions au gouvernement. Oui. Voilà. Donc effectivement, il y a beaucoup de députés qui vont se pointer ce jour-là pour dire aux gens qui regardent sur les réseaux, je peux pas regarder, coucou, je suis là. En fait, mon engagement sur Gaza a été tel, et surtout, j'ai cru comprendre qu'il détonnait un petit peu par rapport à la musique politique générale, parce que franchement, moi j'ai honte du personnel politique français. Enfin, honnêtement, moi quand je rentre dans l'hémicycle, je dis, c'est vous là qui avez soutenu le génocide ? Allez donc. Et moi je m'assois avec vous. Et, très honnêtement, je ne parle pas de mon groupe évidemment, oui. Je parle de tous les autres. Je crois que j'ai pu avoir très modestement et très marginalement une petite utilité sur Gaza. J'essaie d'avoir une utilité sur un tas de sujets. Tu disais, c'est quoi ton activité ? Enfin oui, tu es à l'Assemblée, etc. Oui, je porte des sujets. J'ai été rapporteur pour avis sur le budget de l'audiovisuel public, par exemple. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Notre audiovisuel public. J'ai essayé de porter beaucoup de causes sur les animaux. Malheureusement, j'ai eu aucun soutien de personne, même de ceux qui devaient me soutenir. Donc ça me pose un petit problème. Sur l'éducation, l'enfance m'intéresse beaucoup. Ça n'intéresse peut-être pas ceux qui nous entendent, mais là je rencontre demain le recteur pour parler des fermetures de classes dans la circonscription. Donc ça c'est du concret. Donc quand on arrive à trouver un logement à quelqu'un qui galère, bien que le député ne soit pas sa fonction en principe, mais on est là quand même pour pousser des dossiers. Quand on arrive à trouver un logement social à quelqu'un qui n'en peut plus, qui est en galère de logement depuis 10 ans et tout, là, tu vois, on se réunit avec l'équipe, on a servi à quelque chose. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas du tout. Il y a toute une partie en fait, du costume politique qui ne me plaît pas, qui est celui réellement de la posture, où tu es en campagne de toi-même en permanence. En réalité, tu vas aller faire des matinales, tu n'as rien de spécial à dire, tu n'as rien de neuf à dire. Tu y vas juste parce qu'il faut occuper l'espace, il faut taper sur l'adversaire, parfois avec mauvaise foi. Il y a quelque chose dans du débat politique qui ne me convient pas, parce qu'il y a une tendance générale à systématiquement caricaturer l'opposant. Pas forcément l'adversaire, parfois c'est vraiment un adversaire, parfois c'est juste un opposant, ou parfois même c'est un partenaire. Mais il y a un truc, tu vois, de l'ordre du calcul permanent qui fait que ta parole, elle n'est pas tout à fait et complètement honnête. Merci infiniment pour vos soutiens et vos dons. C'est ainsi que nous fonctionnons. Voilà. Alors, qui a la question rituelle ? Est-ce que quelqu'un a la question rituelle dans le chat ? Il fallait lire les fiches, non ? Bon, je vais te la poser. Qu'est-ce que nous avons fait, mon cher Aymeric Caron, pendant plus de 2 heures ce matin ? Elle est bien ta question. C'est à toi de me le dire. Moi, je peux te dire ce que j'ai fait. Je me suis levé, je me suis mis en retard, j'ai regardé un bout d'émission en disant « Zut, il nous attend ». Je suis arrivé parce que tu as eu la gentillesse et l'amitié de m'inviter, j'ai répondu à tes questions. Voilà ce que j'ai fait. Maintenant, comment toi, tu vois cet exercice ? La riposte, c'est vous. Donnez au poste.
Soutenez-nous sur auposte.fr.